Bien, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité pour cette dernière session d'une journée qui a été particulièrement riche et passionnante. Je suis très heureuse de modérer ce panel prestigieux. Très heureuse parce que comme Basma Kodmani qui a présidé la séance antépénultienne, j'étais à l'IFRI non pas au tout début mais quand même au début des années 80. Je partageais d'ailleurs le même bureau que Basma, rue Ferrus. Et donc voilà, 40 ans plus tard, je suis très heureuse et très fière. Merci Thierry, bravo. Et donc nous avons aujourd'hui, enfin pour l'instant, une session avec des sujets majeurs, nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne, un panel d'excellence et un temps relativement confortable. Nous sommes, je crois, l'une des sessions les plus privilégiées. Alors, je ne vais pas abuser de notre temps de parole, que j'ai limité pour chacun au tout début à 7 minutes, mais je voudrais faire poser deux questions un peu horizontales, quels que soient les points sur lesquels vous auriez envie d'insister en parlant des nouveaux défis mondiaux et de la sécurité européenne. Il me semble qu'il y a deux questions transverses qu'il faut se poser. La première question concerne la mondialisation. Nous sommes devant une mondialisation non occidentale. Et c'est la première fois qu'une sphère de mondialisation est poussée par autre chose que par l'Occident. Bien évidemment, les États-Unis ont été à l'origine, l'Occident a été à l'origine de la mondialisation. Et aujourd'hui, la mondialisation est non occidentale. Ce sont les autres qui la dirigent, qui la font progresser vers le bien ou le mal, je ne sais pas. Et donc la question que l'on peut se poser en termes de sécurité internationale, en termes de gouvernance internationale et en termes de puissance européenne, c'est quelles conséquences on en tire. Est-ce que on prend acte de cette mondialisation non occidentale ou est-ce qu'on fait comme si l'Occident continuait à être le cœur, le centre, le moteur et la règle du monde et on essaye d'étendre à d'autres notre modèle multilatéral? Je trouve que c'est une des questions majeures. Et selon la réponse que l'on donne, occidentalisation du monde ou mondialisation de l'Occident, on peut avoir une analyse de la sécurité internationale très différente, plus ou moins conflictuelle. Et ma deuxième question, c'est sur l'avenir de l'Union européenne. Les défis de sécurité pour l'Union sont multiples, donc je suppose que l'on va beaucoup en parler, mais le défi de sécurité majeur pour l'Europe n'est peut-être pas forcément à l'extérieur de l'Europe, il est peut-être à l'intérieur de l'Europe. Et la question un peu iconoclaste que j'aimerais vous poser au début de cette session, c'est est-ce que toute Union européenne est bonne? Est-ce qu'une Union européenne qui serait une Union européenne populiste, voire fasciste, est-ce que ce serait préférable à une absence d'Union européenne? Je pose la question de façon provocante, mais je pense qu'une Union européenne d'extrême droite, fasciste, n'est pas un scénario totalement impensable. Je ne dis pas que c'est le plus probable, mais ça n'est plus un scénario totalement impensable. Et donc voilà, ça ce sont deux questions pour un peu animer nos débats, mais je vais commencer donc à donner la parole à Julian King. Julian, vous avez été le premier commissaire européen sur ce thème de l'union de la sécurité, parce que je crois que la Commission a inventé ce poste pour vous. Et vous serez peut-être le dernier commissaire européen du Royaume-Uni. Et donc ça vous met dans une position extrêmement privilégiée pour nous parler des défis mondiaux, à la fois vus de l'Angleterre et vus de l'Union européenne. Vous connaissez tous, j'imagine, je crois qu'il est parti, mais Jean-Louis Bourlange a une phrase extraordinaire sur le Brexit, où il dit avant le Brexit, la Grande-Bretagne avait un pied dedans et un pied dehors, et après le Brexit, ce sera quand même très différent, parce qu'elle aura un pied dehors et un pied dedans. Donc, Julian, c'est à vous la parole. Merci, et merci de cette invitation. Inviter un Britannique pour représenter la Commission. Aujourd'hui, le jour du Conseil européen, je ne sais pas si c'est un signe de quelque chose, mais en tout cas, je salue votre sens de l'ironie.
Alors, je suis complètement incapable de répondre à vos deux questions, mais sur la mondialisation, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on est en face des menaces internationales, globales, qui ciblent souvent l'Occident, souvent l'Europe, notre façon de vivre, nos valeurs. Et pour lutter contre ces menaces, je trouve que la coopération européenne et avec d'autres partenaires qui partagent les mêmes valeurs est essentielle. Je ne sais pas si ça répond à votre deuxième question, mais il faut absolument une coopération, moi je dirais, renforcée au niveau européen pour mieux lutter contre le terrorisme, les menaces cyber et pour renforcer notre résilience contre les gens qui nous veulent du mal. Si on pose la question aux nos citoyens européens sur leur sujet de préoccupation en vue des élections européennes qui arrivent en vitesse, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les menaces cyber, y compris le problème d'infox, de désinformation, arrive toujours, dans tous les pays, parmi les sujets prioritaires. Je suis absolument profondément convaincu qu'on ne peut que lutter effectivement contre ces menaces-là en travaillant ensemble. Nous avons fait quelques progrès ces dernières années. Dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, nous privons les terroristes des moyens qu'ils utilisent, leur accès aux armes, au financement, au mouvement. Nous développons notre résilience pour éviter le pire. Nous avons renforcé la protection de nos frontières extérieures. Nous agissons en amont pour lutter contre la radicalisation qui mène à la violence dans nos communautés, mais surtout la radicalisation en ligne, qui est un grand problème. La France a montré le chemin. Il y a les pays qui sont plus avancés que les autres, mais pour être efficace, il faut travailler ensemble. Y compris dans la lutte contre les menaces cyber. Depuis quelques années, il y a maintenant, je crois, une appréciation de l'enjeu dans le monde cyber. Et nous avons développé une stratégie de cybersécurité à l'échelle européenne. Nous avons créé une véritable agence pour la première fois européenne de cybersécurité qui va travailler avec les agences nationales, ANSSI et autres, pour renforcer le niveau de cybersécurité dans toutes nos infrastructures critiques, mais aussi dans les objets connectés qui sont de plus en plus ciblés. Et plus récent ça, nous avons commencé à renforcer notre lutte contre le malveillant de la désinformation. Non seulement dans le cadre des élections, mais dans notre vie, surtout dans notre vie politique. Il y a un risque massif de la désinformation avant les élections européennes et c'est pour ça que nous avons renforcé les moyens de travailler ensemble entre les États membres avec un réseau de sécurisation des élections et un réseau de réaction rapide contre les désinformations, avec la société civile. Après tout, ce sont nos citoyens qu'il faut défendre, mais aussi, et je voulais souligner ça, parce que contre toutes ces menaces, la coopération entre le secteur public et le secteur privé est essentielle avec les grandes entreprises numériques. Nous avons développé pour la première fois un code de bonne conduite qui va renforcer notre coopération pour lutter contre ces menaces-là. Si on parle de sécurité interne, ça dépend également de notre sécurité à l'extérieur de nos frontières. Et Nathalie et les autres vont parler plus de ça, mais nous sommes en train de renforcer notre coopération dans le domaine de la défense. Ce n'est pas complètement nouveau,
mais on a fait des avancées pour rendre nos dépenses de défense européennes beaucoup plus efficaces. Il reste quand même beaucoup à faire. Et dernière chose que je voulais soulever, parce que je crois que c'est essentiel et ça touche à la Chine, mais pas uniquement à la Chine, c'est la résilience de nos infrastructures numériques critiques. Ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, un enjeu européen. On ne peut pas faire ça, chaque pays tout seul. En particulier, le déploiement, ça vient d'être évoqué, de la 5G qui débutera dès maintenant, sur les 2 prochaines années. Il faut absolument changer la façon dont on approche ces problèmes-là. Parce que sinon, on va arriver avec chaque pays faisant des décisions séparées et on arrive avec un fournisseur pour tout notre continent, ce qui pose des risques énormes. Alors, sur tous ces domaines, je trouve qu'il faut travailler ensemble. Pour terminer, parce que vous avez évoqué le Brexit brièvement, merci, je trouve qu'on est plus fort en luttant contre ces menaces ensemble. C'est vrai aujourd'hui, ça va rester vrai dans les mois et les années à venir. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend du Brexit, mais nous allons rester des voisins et j'espère que nous allons rester des partenaires. Non seulement pour lutter contre toutes ces menaces, mais aussi sur les questions absolument essentielles, le climat, la mondialisation, le multilatéralisme, l'Iran, le Moyen-Orient et la Chine. Il faut que nous trouvions un moyen de coopérer, même après un Brexit éventuel. Merci. Merci, Julian. On reviendra peut-être tout à l'heure dans un deuxième round sur l'association UE-UK après le Brexit. Mais je voudrais maintenant... Alors, je prends l'ordre alphabétique. Je voudrais donc passer la parole à Jean-Marie Guéhenno. Jean-Marie Guéhenno, vous avez été secrétaire général adjoint des Nations Unies, ce qui donne une vision du monde et en particulier de la violence dans le monde assez précise, et également président jusqu'à quelques années de l'International Crisis Group, qui est un think tank un peu particulier parce que c'est un think tank de terrain. Et donc, je me demandais, vu du monde, comment perçoit-on aujourd'hui, bien sûr, les questions de sécurité européenne, mais le malaise européen, la crise de la conscience européenne. Comme tu le disais dans ta première question, l'Europe a perdu sa centralité et idéologique et stratégique. Et ça crée un profond malaise. Elle a perdu sa centralité idéologique parce qu'au fond, les Européens étaient universalistes, mais c'était un universalisme assez confortable. Parce que c'était l'idée qu'on allait simplement faire du monde une grande Europe. Ça prendrait du temps, ça prendrait 50 ans, ça prendrait un siècle, mais le monde finirait par nous ressembler. Et aujourd'hui, l'universalisme, d'une certaine manière, il se retourne contre nous. C'est le monde qui vient à l'Europe et qui va changer l'Europe. Alors ça crée toute l'angoisse sur la question des migrants, etc. Mais c'est un bouleversement, évidemment, très, très profond pour les Européens. Et puis l'Europe, elle a aussi perdu sa centralité stratégique parce que pendant la guerre froide, personne ne doutait qu'au fond, l'équilibre stratégique du monde se jouait sur le territoire européen. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un immense marché, mais personne ne pense que l'avenir stratégique du monde se joue sur le théâtre européen, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus une confrontation entre deux grandes idéologies. Donc le monde est beaucoup plus difficile à définir. Et ça, je crois que ça crée effectivement un grand malaise européen, un sentiment de vulnérabilité, vulnérabilité des alliances. On a parlé ce matin de l'Alliance Atlantique, et peut-être que l'administration Trump
est une anomalie dans la manière dont elle présente les choses sur le côté idéologique. Mais là où il n'y a pas une anomalie, c'est que l'Europe, du point de vue stratégique, n'aura plus jamais le rôle qu'elle avait pendant la guerre froide dans l'équilibre géostratégique global. Et donc il y a un sentiment inévitable de précarité de l'Alliance qui, à mon avis, va durer, quoi qu'il arrive. Et puis il y a un sentiment de précarité au fond de la société elle-même, qui est lié justement à la perte de repères idéologiques, qui, à mon avis, explique d'une certaine mesure la grande vulnérabilité au terrorisme. Parce que ce qui est important dans le terrorisme, c'est pas son impact physique, c'est son impact psychologique. Et même si, évidemment, pour les victimes directes, c'est épouvantable, mais c'est l'impact psychologique qui lui donne une dimension stratégique. Et cet impact émotionnel, il est très lié au fait qu'au fond, nous ne savons pas très bien pourquoi nous vivons. Et donc, quand on ne sait pas pourquoi on vit, on a un attachement encore plus fort à la vie que quand on sait pourquoi on vit. Parce qu'on ne sait pas au fond pourquoi on meurt. Et donc, c'est une angoisse, en quelque sorte, redoublée. Et cette vulnérabilité des sociétés, elle nous fait un peu perdre les pédales, si je puis dire, avec un désir d'ordre très fort, qui nous amène à être extrêmement tolérants aujourd'hui avec les hommes forts. Et les hommes forts, ils sont bien représentatifs d'un âge non idéologique, où on se tourne vers des individus parce qu'on ne se tourne plus vers des programmes. Donc c'est tout ça qu'il y a dans le malaise européen. Alors que faire par rapport à cela ? Moi, je pense d'abord, et là je le dis comme quelqu'un qui vit en dehors d'Europe, qui vit aux États-Unis, que quand on vit en dehors d'Europe, l'Europe est une évidence. C'est une merveilleuse et magnifique exception dans le monde, où les relations sont réglées par le droit, où il y a un équilibre entre le marché et la protection sociale, où il y a un respect qui diminue mais qui existe encore pour d'autres valeurs que les valeurs de l'argent. Tout ça est tout à fait exceptionnel dans le monde d'aujourd'hui. Mais cette évidence de l'Europe, quand on la regarde de l'extérieur, quand on arrive en Europe, on voit bien qu'elle n'est pas partagée nécessairement par les Européens. Que les Européens n'ont pas conscience de l'extraordinaire exception qu'ils représentent et qu'ils devraient préserver comme une fleur rare, comme un jardin précieux au milieu de la jungle. Et donc la première chose à faire pour l'Europe aujourd'hui, puisque le titre de la session c'est sur les défis au fond de l'Europe, c'est de s'occuper d'elle-même. Non pas de s'occuper d'elle-même d'une façon égoïste, en se repliant sur elle-même, mais en prenant conscience qu'elle a quelque chose à défendre. On posait la question ce matin de savoir au fond pourquoi on vit. Vivre pour ce modèle européen, car il y a un modèle européen, il y a des différences entre la manière dont on gère la protection sociale en Allemagne, en France, en Italie, mais malgré tout, vu de loin, c'est ce qui rapproche, qui est beaucoup plus visible que ce qui distingue. Et donc s'occuper de cette Europe, la consolider dans son exceptionnalité, ça me paraît être la priorité des priorités. La deuxième, et si on ne le fait pas, à ce moment-là, l'Europe, elle va être de plus en plus fragile. Et si on ne le fait pas, tout ce que disait le ministre ce matin, Bruno Le Maire, sera très difficile à faire, parce que justement, ce sont des bonnes idées, mais ce sont des idées qui ne marchent que si on est convaincu qu'il y a quelque chose à défendre. Et donc, il faut d'abord savoir ce qu'on veut défendre. Et à ce moment-là, toutes les entreprises de ceux qui veulent exploiter les divisions fragilisées, y compris les opérations dont on parlait en parlant du cyber, elles deviennent plus difficiles parce qu'il y a des sociétés plus résilientes, comme vous disiez. Et donc, d'une certaine manière, par exemple, toute la question de la Russie, la Russie a compris une chose très simple, c'est que c'est beaucoup moins coûteux d'exploiter les faiblesses que de bâtir sa force dans le monde d'aujourd'hui, où on n'est plus protégé par des murailles idéologiques. Et donc, déjà, consolider ce que nous sommes, c'est la meilleure manière de se protéger contre ceux qui exploitent les faiblesses. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi être un peu prospectif.
Et je pense qu'une des raisons de la crise européenne aujourd'hui, c'est qu'au fond, l'Europe reste assez rétrospective. L'Europe, c'est la fin des guerres intra-européennes, c'est la fin de la rivalité dévastatrice entre l'Allemagne et la France. Évidemment, c'est quelque chose à préserver, mais c'est quelque chose qui, pour les nouvelles générations, va un peu de soi. L'Europe doit être prospective. Et être prospective aujourd'hui, c'est regarder un peu plus loin, c'est regarder la Chine. Et comme on l'a dit encore aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites, non pas comme un ennemi, mais comme un concurrent et comme un modèle qui attire. Tu poses la question de savoir comment on regarde l'Europe de l'extérieur. Il est sûr que la Chine, avec ce mélange de grande croissance économique et de stabilité politique, c'est assez appétissant pour des régimes qui n'ont pas trop envie de s'ouvrir, mais qui en même temps ont envie de sortir de la misère. Et donc là, il y a une vraie concurrence. Donc il faut regarder de ce côté-là pour savoir comment soit aussi être appétissant et proposer des modèles viables. Et ça, je pense à l'Afrique, où il y a un vrai effort à faire, quelquefois en coopération avec la Chine, quelquefois en concurrence avec la Chine. Je pense aussi que vis-à-vis du monde, l'Europe doit se poser la question de la légitimité. Aujourd'hui, le monde est malade parce qu'il ne sait pas d'où vient la légitimité. On le voit en France avec la crise de la représentation. Il y a une crise de légitimité un peu partout. Et quand on regarde le Moyen-Orient, qui est une zone fondamentale, c'est notre voisin pour l'Europe, le Moyen-Orient, il y a une crise de légitimité dans pratiquement tous les pays du Moyen-Orient. Et on voit que cette crise est aggravée par les positions que prennent aujourd'hui les États-Unis, qui jettent par les fenêtres les résolutions du Conseil de sécurité, comme la résolution 242. Et donc, si on va avec le vent, si on oublie ces repères, ça va contribuer à l'approfondissement des crises. Donc, je crois que c'est très important de défendre la légitimité, d'être un peu quand même une ancre morale par rapport à un monde qui est en train de se défaire, et pour cela de défendre le multilatéralisme, comme ça a aussi été dit. Mais là où je me séparais un tout petit peu de Kishore Mahbubani, c'est que je crois que le multilatéralisme aujourd'hui, et j'en parle comme quelqu'un qui aime les Nations Unies et qui les a servis pendant longtemps, je pense que le multilatéralisme est quand même assez en crise. Et que donc aujourd'hui, quand les Européens défendent le multilatéralisme, on peut quelquefois les soupçonner de simplement défendre un multilatéralisme où ils ont une part prépondérante, dominante, et il faut qu'ils s'adaptent là. Il faut qu'ils s'adaptent. Bon, on ne va pas réformer la Charte des Nations Unies, ça c'est pas pratique. Mais il faut qu'ils trouvent le moyen de travailler davantage avec toutes ces puissances qui ne se reconnaissent pas dans le multilatéralisme d'aujourd'hui. S'ils ne le font pas, ils apparaîtront comme des défenseurs du multilatéralisme, comme une façade pour protéger leur puissance d'hier. Et donc là, je pense qu'il y a des changements à faire. Je crois que j'ai dépassé un peu mes 7 minutes, donc je m'arrête. Merci beaucoup Jean-Marie. On aura le temps de revenir sur tout ça dans une deuxième série de questions. Je vais passer la parole à Wolfgang Ischinger. Wolfgang, vous présidez la conférence de sécurité de Munich, qui est, je ne sais pas si ça a 40 ans, je ne crois pas, mais qui est en tout cas le lieu, le rendez-vous annuel le plus important, en tout cas en Occident, pour réfléchir à l'évolution de la sécurité internationale. Et ma question est peut-être sur les 2 ou 3 dernières années, qu'est-ce qui vous apparaît le plus révélateur comme rupture dans l'analyse du système international? Merci beaucoup, Nicole. Si tu permets, j'aimerais d'abord dire comme je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Quand l'IFRI était créé, je faisais partie du team du Planungsstab aux affaires étrangères à Bonn, et on travaillait avec le directeur du CAP déjà, et on était capable d'établir des relations tout de suite après la création de l'IFRI, donc depuis 40 ans. Donc c'est un grand hommage à Thierry de Montbrial. J'aimerais pas répéter la liste
des menaces, des défis, des risques qui ont été déjà définis par Julian, j'aimerais tout simplement insister sur un point que je trouve est nouveau, et ça répond aussi un peu à ta question. Je pense que cette année, et certainement l'année prochaine, dans les années à venir, quand on parle de la sécurité européenne, de la sécurité internationale, de la sécurité globale, on doit parler beaucoup plus que dans le passé des questions technologiques, y inclut cyber, y inclut artificial intelligence, etc. C'est un des nouveaux éléments que je trouve sera extrêmement important. Mais pendant les 5 minutes que tu me donnes, j'aimerais dire ceci. Un ami américain, Bob Kagan, a récemment publié un livre, un article, avec le titre « The Jungle is Growing Back ». Et je pense que si on se demande quelle est la vocation de l'Union européenne, c'est d'abord de se battre contre ce développement, de se battre pour le droit, pour le multilatéralisme, pour un système international qui ne ressemble pas à the jungle. Ce matin, Igor Jürgens, et ça m'a beaucoup frappé, a parlé de... il nous a accusés, nous les Européens, d'une certaine timidité. Et je pense qu'il est très important de se rendre compte quels sont les éléments de cette timidité. D'abord, l'Union européenne n'est pas vraiment unie aujourd'hui. Elle est divisée. Elle ne joue pas le rôle dans les grands défis internationaux que devrait être joué par une institution qui représente quand même 500 millions d'Européens. Elle ne parle pas dans le domaine des affaires étrangères, dans la sécurité, elle ne parle très souvent pas d'une seule voix. Et c'est pour ça que je pense que maintenir le statu quo ne serait pas acceptable. Et je dis ça, n'est-ce pas, en Allemagne, parce que en Allemagne, à l'heure actuelle, on a quand même une tendance de dire ce statu quo, c'est pas si mauvais que ça. Ça fonctionne. Pour l'Allemagne, ça fonctionne assez bien. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas acceptable. On a besoin d'énormément de changements. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'avais souhaité d'avoir comme speaker principal à Munich le président Macron, parce que j'ai pensé que lui, il pourrait offrir des idées pour faire avancer l'Europe et pour s'exprimer contre le statu quo. Alors, quoi faire? Trois brèves remarques. D'abord, le processus de decision making, de prendre les décisions dans notre Union européenne est totalement insuffisant. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas, dans les domaines des affaires étrangères, passer du consensus, etc., vers la vote à la majorité, comme dans les autres domaines.
je pense que si on ne prend pas une décision courageuse de commencer un processus dans cette direction, l'Europe ne sera jamais suffisamment respectée, suffisamment capable d'agir dans un monde de plus en plus dominé par les rivalités des grandes puissances. Deuxième point, quelle table ronde souhaite-t-on quand on pense de l'Europe dans l'avenir? Après Brexit, si Brexit, n'est-ce pas, se manifeste dans les mois, dans les années à venir, personnellement, je pense que nous avons besoin d'une toute nouvelle approche. Nous devons aller au-delà de l'idée de toutes les activités de l'Union européenne devraient être, n'est-ce pas, dirigées, soumises aux traités existants. Je ne pense pas que l'Union européenne pourrait jouer un rôle dans les affaires étrangères, dans la sécurité internationale, si l'Angleterre n'est pas à la table. Donc je pense qu'on doit trouver une nouvelle formule pour offrir le maximum, la formule maximale pour inclure dans nos considérations, dans nos réflexions, quoi faire Londres. Et peut-être pas seulement Londres, mais je me limite à Londres à ce moment-là. Je pense que l'idée prononcée par la chancelière Merkel il y a quelques mois, quand on a évoqué l'idée d'un conseil européen, un conseil de sécurité européen, cette idée pourrait peut-être jouer un rôle utile dans cette réflexion. Comment pourrait-on inclure un pays non membre de l'Union dans la politique de sécurité, dans la politique, dans les affaires stratégiques? Et finalement, si vous le permettez, Nicole, un mot sur le multilatéralisme. Je suis totalement d'accord avec ce qui a déjà été dit. Je pense que la grande question pour nous, c'est comment peut-on valoriser cette idée de multilatéralisme? Comment peut-on assurer qu'on peut aller au-delà n'est-ce pas, des discours, des promesses? Comment est-ce qu'on peut exprimer une certaine solidarité entre les pays, non seulement pays membres de l'Union européenne, entre les pays qu'on considère nos confrères multilatéralistes, Canada, Australie, etc. Je pense qu'une idée importante, un élément important de toute réflexion sur le multilatéralisme, si on veut valoriser cette idée, c'est tout simplement qu'on doit investir plus dans les institutions qui existent de multilatéralisme. C'est-à-dire, nous devons investir dans l'Union européenne, nous devons investir beaucoup plus dans l'OTAN. Là encore, c'est un Allemand qui parle des 2%, etc. Nous devons investir énormément n'est-ce pas, dans le monde des Nations Unies, et n'oublions pas l'OSCE. N'oublions pas que c'était ici, à Paris, que la charte de Paris de 1990
a été conclu, a été accepté par les chefs d'État à l'époque. Et pour conclure, j'aimerais tout simplement dire que l'Europe, que j'aimerais voir jouer un rôle dans le monde, ce serait une Europe protectrice de l'idée du droit, protectrice du multilatéralisme, une Europe forte et une Europe qui peut vraiment protéger, défendre les intérêts des 500 millions européens. C'est beaucoup, mais je ne pense pas que c'est impossible. Merci Wolfgang. Je remarque à ce stade du débat que sur les 3 premiers orateurs, vous êtes d'accord sur 2 points. Défendre le multilatéralisme, mais vous n'avez pas répondu exactement à la question que je posais. Est-ce qu'on peut défendre un multilatéralisme à l'occidental dans une mondialisation portée par les non-occidentaux? C'est ma question. Et le deuxième point qui vous unit, c'est de maintenir le Royaume-Uni in. Et il y a un grand absent dans nos débats pour l'instant, c'est les États-Unis, Donald Trump, comme si ce n'était pas un élément de un nouveau défi mondial, pour reprendre le titre de cette session. Alors je me tourne vers Nathalie Tocci. Nathalie dirige le grand think tank italien, l'Institut des affaires internationales italien, et elle est aussi la conseillère très proche de Madame Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et la sécurité et la défense, puisqu'elle a été, on peut dire, la main de Madame Mogherini pour la rédaction de la stratégie globale de l'Union européenne. Donc Nathalie, vue d'Europe, vue d'Italie, qui pour l'instant a l'air de s'éloigner un peu des principes européens, quelle est ta réponse à la question des nouveaux défis mondiaux et leur impact sur la sécurité européenne? Merci Nicole. Et en fait, je commence avec la question. Est-ce que c'est possible d'avoir Est-ce que l'Europe peut soutenir un multilatéralisme qui n'est pas occidental? Bon, alors là, ma réponse est que ce que nous, dans le monde de think tank, appelons l'ordre libéral international, bon, il y a une certitude, ça c'est fini. Alors, chaque ordre, inévitablement, c'est le produit d'une époque. Ce que nous appelons l'ordre libéral international, c'est donc les Nations Unies, les organisations internationales, le droit international, l'Union européenne, les différentes formes d'intégration régionale. C'était un ordre qui était fondé en fait sur une configuration de pouvoir. Une configuration de pouvoir qui voyait avant les États-Unis comme puissance hégémonique pendant la guerre froide, limitée à le monde libre, et après la chute de l'Union soviétique, extendue au monde entier. Donc maintenant, on vit, et pendant toute la journée, on a parlé de ça, on vit dans une époque où le pouvoir est en train de se transformer d'une façon radicale. Et alors là, ça reflète un peu ton slogan que j'aimais beaucoup, la mondialisation non occidentale. Parce qu'en fait, ce qu'on vit est d'une part une transition, disons, traditionnelle du pouvoir. On a le pouvoir qui passe de l'Occident à des autres pouvoirs à partir évidemment de la Chine. Et ça, c'est, disons, un passage traditionnel du pouvoir. On l'a vécu plusieurs fois dans l'histoire. Mais en même temps, on a une autre transformation non conventionnelle du pouvoir. C'est-à-dire, il y a une diffusion du pouvoir avant avec la mondialisation et maintenant avec la 4e révolution industrielle. Alors tout ça, c'est, je dirais, une certitude. On est déjà en train de le vivre. La question est ce que tout ça va amener. Alors, le
penseurs réalistes diraient, bon, on va vivre dans un monde d'une croissance de conflits. Un conflit à partir de les États-Unis et la Chine, un conflit qui a déjà pris une forme commerciale, qui pendant, surtout l'année dernière, on a commencé à apprécier sa dimension technologique, et c'est évident qu'arrière ou avant de cette dimension technologique, il y a le spectre d'un conflit militaire. Alors ça, c'est une analyse, disons, réaliste. Le penseur libéral dit, bon, si, il y a tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Il y a aussi le fait que les organisations internationales, le droit international, est beaucoup plus faible maintenant qu'il était avant. On vit dans un monde où les organisations, les traités internationaux sont plus faibles, sont toujours plus marginalisés. Il suffit de penser à la fin du traité nucléaire sur les armes intermédiaires, les violations de la Russie et évidemment aussi le fait que les États-Unis ont décidé de laisser ces traités pour un peu, c'est un peu un symbole de l'enfaiblement des organisations, des traités, des lois internationales. Bon, alors tout ça, c'est évidemment super pessimiste, mais je reviens sur le point du multilatéralisme. Est-ce que tout ça, nécessairement, veut dire qu'il n'y aura pas un multilatéralisme dans ce monde de transformation radicale du pouvoir? Et moi, je dirais, bon, non, on ne peut pas dire ça. C'est clair qu'en futur, le multilatéralisme sera plus contesté, sera moins stable, mais on pourrait aussi dire que peut-être le futur système international sera plus inclusif, peut-être plus résilient, précisément parce qu'il y aura la capacité de s'adapter à ces changements. Alors, pour l'Europe, et maintenant je viens, et pour conclure aussi sur l'Europe, c'est clair que les enjeux sont énormes. C'est évident que la raison d'être de l'Union européenne est en train de changer d'une façon aussi radicale. Ce n'est pas simplement une raison d'être interne, ce n'est pas simplement la raison d'être de la paix dans le continent. Ce n'est pas seulement la raison d'être de le luxe de le marché unique. Maintenant, la raison d'être pour l'Union européenne, c'est une raison d'être globale, mondiale. Et c'est clair que dans ce monde où il y a cette transformation radicale du pouvoir, le poids, la taille, compte beaucoup plus qu'avant. Et c'est clair que nous, comme Européennes, nous sommes tous super petits. Et ça, on est en train de se rendre compte de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme Européenne? Et je conclus avec trois points. Le premier, et c'est une question, et ça c'est lié à tout ce que Julien disait avant. C'est clair qu'il faut progresser dans une coopération systématique, en fait une intégration, et j'utilise le mot intégration, en matière de sécurité et de défense. C'est clair qu'ici, si on veut être un acteur, si on veut même pas être un acteur, mais simplement protéger nos intérêts et nos valeurs, on doit le faire d'une façon unie. On le voit déjà dans le domaine commercial, dans le domaine digital, dans beaucoup de domaines de politique. Et maintenant, on commence peut-être d'une façon un peu lente, pas suffisante, mais on a commencé en fait un processus, je crois, historique d'intégration en matière de sécurité et de défense.
Deuxièmement, je crois qu'on doit prendre conscience, et ça c'est aussi une réponse à ta question de est-ce qu'il y a un Occident? Bon, parfois oui, parfois non. Ça dépend de quelles sont les questions, quels sont les défis, quel est le moment. Parce qu'en fait, je crois qu'on va vivre dans un monde où il n'y aura plus une constellation de like-minded, qui sont like-minded toujours sur chaque question, en chaque moment. Il faut voir question par question, problème par problème, et voir quelle est la constellation multilatérale avec laquelle il faut travailler. C'est évident que la constellation, je ne sais pas, sur l'Iran, et pour défendre l'accord nucléaire sur l'Iran, c'est une constellation totalement différente que la constellation sur l'Ukraine. Et alors là, il faut être un peu plus créatif en tout ça. On cherchait la forme du multilatéralisme approprié. Dernier point, je crois qu'il faut combiner beaucoup plus flexibilité et inclusivité. C'est clair que le multilatéralisme de demain doit suivre la rapidité de la politique, qui est beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'il était avant. Et alors, des formes minilatérales de groupes de contact seront toujours plus importantes. En même temps, c'est important de s'assurer que ces groupes sont assez petits pour être agiles et flexibles, mais en même temps, ils sont assez grands pour être représentatifs et qu'ils ont le lien avec le reste de l'organisation internationale, soit interne, c'est-à-dire l'Union européenne, soit internationale, c'est-à-dire les Nations unies, pour avoir une légitimité. Bon, je voulais répondre à ta question de l'Europe fasciste, mais deuxièmement, exactement. Merci beaucoup, Nathalie. Maintenant, je vais passer la parole à Hubert Védrine. Hubert, vous êtes connu pour plein de choses, et pour plein de mots. Il y a 2 mots que je veux retenir là aujourd'hui pour vous demander s'ils sont toujours d'actualité. Vous aviez inventé l'hyperpuissance américaine et vous avez inventé l'Europe bisounours. Est-ce que ce couple est encore d'actualité aujourd'hui pour penser le monde? Sur le premier, l'hyperpuissance, je l'ai dit dans la décennie 90. Après, on m'a dit que c'est exagéré parce que d'abord c'est agressif en anglais, hyper, mais ce n'était pas le sens de mon propos. Après, on m'a dit qu'il y a eu le 11 septembre, les États-Unis sont challengés sur beaucoup de plans, mais en réalité, quand on voit la capacité des États-Unis d'aujourd'hui, même indépendamment de Trump, à prendre en otage, à travers les lois extraterritoriales scandaleuses, un système de sanctions, toute l'économie mondiale financiarisée, dérégulée, dollarisée, numérisée. Donc là, il y a une hyperpuissance au sens excessif, c'est vrai. L'aspect bisounours, j'aimerais bien qu'on soit en train d'en sortir. Parce que je crois que la civilisation européenne est en danger. Je vais jusque-là. Je pense que si ça continue comme ça, si on n'arrive pas à organiser le sursaut nécessaire, selon les domaines, dans 10, 15, 20 ans, l'Europe ne décide plus rien. L'Europe gère les décisions prises par les autres, par les Américains, par les Russes, les Chinois, les Turcs, par Netanyahou peut-être encore là pendant 50 ans, par les Wahhabites d'Arabie, par les trafiquants d'Afrique, etc., les GAFA, etc. Il y a un vrai danger. Donc avant Bisounours, j'avais dit autre chose, mais vous l'avez oublié dans votre liste. J'avais dit il y a très longtemps, il y a un vrai danger que l'Europe devienne l'idiot du village global. Et c'était plutôt par rapport à l'aspect commercial, vous voyez, l'absence de politique industrielle. C'est la même idée. J'aimerais bien qu'on soit en train d'en sortir. Comme Mme Merkel a dit il y a 1 an et demi, après avoir vu Trump pour la première fois, elle a dit on ne peut plus vraiment compter sur eux, il faut s'organiser mieux entre nous. Il aurait dû y avoir un sommet spécial dans la semaine. C'était très important, ça. Et Sigmar Gabriel a dit quelque chose qui me plaît encore plus, surtout lui, ancien président d'un parti pacifiste en réalité. Il a dit nous sommes des
des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques, et bientôt nous serons des véganes, et bientôt nous serons des proies. Wolfgang, mieux à même que moi d'apprécier, c'est formidable qu'un ancien président du SPD dise ça. Donc je pense qu'il y a un vrai risque parce que l'ensemble des puissances dans le monde, il n'y a pas 195 puissances, il y en a une quinzaine, considèrent l'Europe comme rien, ou comme un espace économique, comme un supermarché où on va, et quand par hasard il y a des règles européennes un peu gênantes, on les contourne, et si l'Europe s'obstine, on va les casser, quoi. Ils n'ont même pas besoin de diviser l'Europe, puisque les Européens sont tout à fait divisés sur ces questions internationales, parce que ce n'est pas du tout dans l'ADN de la construction européenne. La construction européenne, à l'origine, c'est sous la protection américaine, grâce au plan Marshall, grâce à l'OTAN, et c'est un marché, en fait, marché commun, marché unique. Il n'y a que la France qui a fait des centaines de colloques sur l'Europe puissance, mais en fait, elle n'existe pas. Donc il y a un vrai danger. En plus, on est obligé de se rendre compte, même ceux qui étaient vraiment très contre, que Trump est peut-être encore là pour 6 ans. C'est pas sûr, j'en sais rien, mais c'est tout à fait possible. 6 ans de plus. Donc toute la bien-pensance mondiale, les démocrates américains, les progressistes, les libéraux, les internationalistes, les idéalistes, ça fait beaucoup quand même, hein. Tous ces gens-là pensaient que Trump allait être désintégré par un événement, puisqu'il y avait eu un bug dans le film et normalement il n'aurait pas dû être là. Il est là. Il a des résultats. Il commence à impressionner les gens. Sur la question de avec la Chine, c'est quand même too much, il faut donner un coup d'arrêt. Il est soutenu, y compris par des démocrates ou des anciens républicains réalistes, mais qui ont le sentiment de s'être fait avoir. Ils ont simplement été trop naïfs. Et il peut avoir des vrais résultats. Donc vous allez, dans la période qui vient, vous allez voir dans le monde des gens se positionner par rapport à l'idée de Trump qui est là pour longtemps. Certains vont dire, après tout, il a peut-être raison sur certains points. Ou alors, il n'a pas raison, mais on n'a pas le choix. Il faut faire avec. Et les gens qui vont essayer de maintenir une pensée internationale distincte de Trump, qui va reconfigurer les choses, sont peu nombreux, notamment en Europe. C'est totalement désintégrateur pour l'Europe. On ne serait pas en train de se dire le genre de choses que je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu là depuis que je suis arrivé. On ne dirait pas ça si on était à Pékin. Et si Thierry était chinois en inventant un CAP chinois il y a 40 ans. Bon. Donc c'est vraiment la question de l'Occident. Alors je sais que notre ami Maboubani, il va jusqu'à dire c'est la fin de la parenthèse occidentale. Bon, nous on ne va pas jusqu'à là, mais on dit c'est la fin du monopole occidental. C'est déjà très 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 compliqué à gérer, en fait. Donc je pense que c'est très dur, que ça va être encore plus dur dans les temps qui viennent à cause de ce que j'ai dit sur Trump. Par rapport à ça, je ne crois pas à la réponse classique, l'intégration. Je ne dis pas que je suis contre, mais ça fait quand même des dizaines d'années que les élites européistes mettent en avant l'intégration. Résultat, vous avez quand même des anti-européens partout, et en plus des anti-européens, des sceptiques. Pas des sceptiques hostiles, des simples sceptiques. C'est pas normal. Les vrais pro-européens classiques sont minoritaires maintenant. Je ne parle même pas des fédéralistes qui n'existent que dans les think tanks et jamais dans la population. Bon. Mais prenons les pro-européens classiques. Après des décennies d'intégration. Donc je pense qu'il faut se résigner à admettre que la formule de Delors était juste, fédération d'États-nations. Dans 50 ans, il y a toujours l'Allemagne, il y a toujours la Finlande, etc., etc. Mais ce sont des nations qui ont noué ensemble une relation originale, sans précédent. Delors parlait également de subsidiarité, un vieux terme de la théologie chrétienne, catholique. Ça veut dire on ne fait pas au niveau européen ce qu'on peut faire en dessous. Il disait ça pour contenir ses troupes. Une sorte de machine à surréglementer tout le temps. Machine à réglementer à outrance, selon les termes de Juncker. Je pense que les élites doivent vraiment réfléchir, c'est urgent. Et pour continuer l'aventure, il faut que les élites se soucient de raccrocher les peuples européens. Il faut arrêter de mépriser, d'insulter, etc. Des sentiments absolument ordinaires qui ne posent pas de problème d'attachement, identité, souveraineté et besoin de sécurité. Il faut arrêter de mépriser ça. Sinon, on fabrique du populisme tous les jours. Donc, il faut arriver à distinguer les vrais extrémistes dangereux qu'on ne pourra pas récupérer du populisme qui est simplement le sous-produit d'un sentiment d'abandon. Si on arrive à faire ça, on fait bouger, je pense, et on récupère par rapport à l'idée européenne tous ceux qui sont devenus sceptiques
devenus allergiques, mais qui ne sont pas contre par principe. Il faut parler autrement avec des mots différents. Il faut organiser le système de décision différent. Il faut donner un but. En ce qui concerne l'Europe dans le monde. Le multilatéralisme, c'est une méthode. On ne peut pas être simplement... C'est aussi insuffisant que dire on fait la guerre au terrorisme. On ne faisait pas la guerre une technique. Et on ne peut pas avoir comme but dans la vie d'être multilatéraliste. D'abord, on ne l'a jamais été en vrai entièrement. Il n'y a que les pays qui ont renoncé à la puissance qui le font vraiment. Donc les tout petits pays n'ont pas le choix. Mais les autres pays qui sont un peu des puissances, pas trop, ils jouent la carte du multilatéralisme ou bien ils l'abandonnent en route. Clinton était assez sincère là-dessus. Il disait chaque fois qu'il y a un problème, on essaie de le régler avec nos amis, nos alliés. Si ça ne marche pas, on agit tout seul. Et en réalité, les quelques encore grands pays européens pensent comme ça. Donc oui, bien sûr, c'est meilleur de pratiquer le multilatéralisme, surtout si on trouve des gens pour le pratiquer avec nous, c'est encore mieux. Bon, c'est mieux, bien sûr, mais on ne peut pas en faire une fin en soi, ce n'est pas suffisant. Donc pour moi, l'objectif, au-delà de cette technique qui est préférable naturellement, sur la façon de négocier, c'est de faire comprendre qu'il s'agit de préserver l'autonomie, l'identité, la spécificité de la civilisation européenne, même dans 10, 20, 30 ans. Il faut voir par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, les Turcs, les Israéliens, les Saoudiens, les trafiquants africains d'immigration, etc., les GAFA, quelles sont les feuilles de route, point par point, qui sont technologiques ou juridiques ou autres. Mais on part de très loin parce que le mot de souveraineté européenne qu'emploie le président Macron, qui est un très bel objectif, c'est une ambition en fait. Mais il n'a pas de contenu aujourd'hui. Il n'a presque aucun contenu. Donc il faut voir comment on va le construire, point par point. Et si on fait ça, je pense qu'on arrive à récupérer. Comment faire ça? Il faut des dirigeants qui soient un peu brutaux, je pense. On ne le fera pas sans crise, mais ça peut être des crises psychologiques, des crises de nerfs, je ne sais pas. Enfin, il faut accoucher de quelque chose de nouveau sur le plan des concepts. Ça se passe au niveau du mental, comme on dit chez les sportifs. Ce n'est pas au niveau des procédures. C'est très bien des procédures genre PESC, etc., mais c'est la question du mental. Si les Européens continuent à croire qu'ils peuvent vivre dans leur bulle, dont on a parlé, ça ne marchera pas. Les leaders n'y arriveront pas, même les plus convaincus, les plus doués, ils n'y arriveront pas. Il faut que les Européens comprennent qu'il y a un vrai risque, qu'on ne peut pas vivre uniquement sur une base hédoniste, individualisme de masse, acquis sociaux, etc., etc. Très bien, mais ce n'est pas possible. Si on était dans un monde où il y a 7 milliards d'Européens de l'Ouest, ça marcherait peut-être, mais ça ne marche pas. Donc, à mon avis, la mission, dans les temps qui viennent, des dirigeants en fonction de tous les gens qui ont accès à la parole publique, quelle qu'elle soit, c'est de sortir les Européens d'une sorte de léthargie stratégique, de les choquer, un peu, pas trop, de les alarmer, tout en disant voilà les feuilles de route. C'est grave, voilà ce qu'on va faire. Pas c'est grave au sens c'est fichu. On va capituler, c'est l'inverse que je veux dire. Et ça englobe toutes les techniques, toutes les procédures, tous les traités. Donc pour moi, c'est le point central, le réveil mental. À savoir qui sera notre coach, mais bon, on verra. Il faut des causes, des thérapeutes, peut-être des sorciers, un peu à un moment donné. Des sorcières. Et pas des communicants alors, au sens banal, quoi. Merci Hubert. Dans la dernière demi-heure qui nous reste, puisqu'on doit impérativement terminer. Pour laisser la place à Jean-Yves Le Drian, je vais vous demander à chacun d'entre vous, d'une part, de réagir à ce que vous avez entendu les uns les autres, et d'autre part, de reprendre peut-être le fil de la conversation. Je voudrais juste dire, pour Hubert Védrine, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que 70 ans d'intégration ont créé le sentiment anti-européen. En revanche, 70 ans d'intégration purement économique, découplée de tout sens politique, ça oui, c'est-à-dire que l'Europe s'est adressée aux consommateurs. Elle ne s'est jamais adressée aux citoyens européens parce que les États membres ne le voulaient pas. Et c'est cette déficience d'intégration politique et de sens politique qui crée, à mon sens en tout cas aujourd'hui, le désaveu de la part d'une partie importante de la population. Mais bon, ça c'était simplement pour montrer aux autres qu'il faut commenter ce qu'a dit chacun de vos camarades. Et donc, Juliane, est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Moi, je voulais aussi vous poser la question, non pas sur l'avenir du Brexit, parce que personne ne sait, et j'imagine
vous pas plus que Madame May ou qui que ce soit d'autre, mais vous posez la question de, dans l'idéal, Brexit ou pas, on sait que la vision du monde par la Grande-Bretagne n'était pas la même que, disons, la vision continentale, qu'en particulier, les Anglais ont toujours été contre l'Europe politique. Absolument toujours. Vous avez toujours été pour une Europe marché et non pas pour une Europe où un sens politique était donné. Est-ce que, avec ou sans Brexit, est-ce que les évolutions du monde vont amener peut-être la Grande-Bretagne à se dire que finalement, une espèce de truc continental un peu puissant, c'est pas plus mal également pour les intérêts de la Grande-Bretagne? D'abord, est-ce que je peux rebondir à ce que vient d'être dit? Je suis largement d'accord, hein, mais dans le domaine de la sécurité, là où je travaille, c'est absolument clair. Ce sont les États membres qui resteront en première ligne pour assurer la sécurité de leurs citoyens. Cela étant, il y a les choses que nous pouvons, moi je dirais que nous devons essayer de faire mieux ensemble. Et c'est ça que j'ai essayé de dire. Parfois, on utilise l'étiquette intégration. Parfois, peut-être, il fallait utiliser une autre étiquette, l'étiquette de coopération. On organise une coopération renforcée dans plusieurs domaines, avec l'objectif de mieux assurer la sécurité de nos citoyens contre les menaces partagées. Et ça, je continue à défendre ça. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous sur la puissance européenne dans le monde. Je crois que nous allons rester une puissance normative, juridique. J'aimerais qu'on peut rester une puissance technologique et nous sommes certainement derrière ce que vous venez d'appeler une méthode de travail, de coopération au niveau européen et international. Si on regarde la protection des données dans le monde, ce sont les Européens qui sont en train d'établir les normes pour tout le monde. J'aime pas réglementer pour réglementer, mais si on regarde les défis de nos vies en ligne maintenant, le besoin de plus de transparence, surtout dans le domaine politique en ligne, le besoin de cibler les contenus illicites et les autres contenus haineux et autres, ce sont les Européens qui sont en tête d'essayer au moins essayer de confronter ces défis-là. Si on regarde le problème de comment peut-on mieux sécuriser nos infrastructures critiques, surtout nos infrastructures numériques critiques, c'est ici en Europe que le débat est le plus avancé. C'est très bien de dire, c'est facile de dire, bon, il ne faut pas acheter chez les Chinois. C'est facile, mais difficile à mettre en œuvre. Il faut un vrai débat sur les vrais défis de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut protéger? Comment protéger ça? Est-ce que plus de transparence, etc., peut aider? Ce débat, ça, c'est pas le débat aux États-Unis, c'est surtout pas le débat en Chine en ce moment, c'est le débat ici en Europe. Je ne vais pas parler de la lutte contre le réchauffement, ce qui a été fait ici à Paris. C'est beaucoup les Européens en tête. Alors, je crois qu'il ne faut pas être complètement pessimiste. Alors, dernier point pour répondre. Je ne sais pas. Il faut attendre quelques heures pour voir ce soir les résultats du Conseil européen. Je dirais une seule chose, à titre complètement personnel. Je vous prie d'éviter la tentation d'une sortie sèche. Bien que je comprenne que ce soit une tentation et qu'on arrive à les limites de patience, hein, il faut éviter ça.
parce qu'il faut trouver un moyen de rester capable de travailler ensemble. Pour toutes les raisons que, pas seulement moi, mais les autres ont évoquées aussi. J'ai lu les articles sur le problème, le risque d'un État voyou à l'intérieur de l'Union européenne, quelqu'un qui bloque tout azimut partout. Et j'ai lu les articles, même les articles sur le risque d'un État voyou en dehors de l'Union européenne, allié avec les pires de Trump, les Russes, les Chinois contre les intérêts européens. Bon, je ne crois pas un mot, mais face à un tel dilemme si peu attirant, il faut absolument l'éviter. Il faut trouver les moyens de continuer à coopérer. Et c'est ça que vraiment je tiens à cœur à souligner. Merci. Merci beaucoup. Je ne résiste pas à l'envie de citer une deuxième fois Jean-Louis Bourlange qui disait « Il n'y a que 2 grands pays dans l'Union européenne. Il y a la Grande-Bretagne et le Grand-Duché du Luxembourg. » Donc vous voyez... vous aurez la parole à la fin. Jean-Marie Guéhenno, est-ce que tu veux commenter ce qui a été dit ou répondre à juste un commentaire sur un mot que tu as employé? Il faut que l'Europe soit l'encre morale dans la mondialisation. Mais comment être une encre morale quand on est à ce point soi-même un peu infecté par la bête immonde, si je puis dire? Oui, je vais commencer par commenter. L'Europe, elle s'est faite en évitant soigneusement la politique. Hein. Parce que quand on a essayé la politique, la Communauté européenne de défense, ça a été un fiasco. Et donc, pendant des décennies, on l'a soigneusement contournée. Aujourd'hui, on est au moment où on ne peut pas la contourner, où il faut, à mon avis, l'aborder de front. Et ça, c'est un débat difficile parce que je t'écoutais, Wolfgang. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut d'autres procédures, qu'il faut resserrer tout cela, autrement ça ne marchera pas. Mais en même temps, cette question des procédures, elle peut devenir un alibi. En réalité, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Hubert Védrine sur le mental. C'est-à-dire qu'il faut que les Européens sortent de l'idée qu'ils peuvent vivre entre soi. Il faut qu'ils ouvrent les yeux sur le vaste monde qui est prêt à les manger. Et les manger assez rapidement. Et donc, ça, ce n'est pas une question de procédure. S'il y a la prise de conscience parmi les Européens qu'il y a ce risque que le monde ne les attend pas, ni démographiquement, ni économiquement, et que donc, si les Européens ne se prennent pas en main, eh bien, ils vont être graduellement marginalisés. Comme ils ont beaucoup de capital, ils resteront riches pendant encore de longues années, mais comme le disait Hubert, ils seront les spectateurs de leur destin, ils ne seront plus les acteurs. Et donc, à mon avis, tout en ayant les discussions sur les procédures, tout en essayant de faire avancer les choses sur le plan institutionnel, il faut se mobiliser sur des projets qui touchent les citoyens. On a parlé de l'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est des choses sur lesquelles il faut mettre le paquet. On a cité les chiffres qui montre le retard extraordinaire de l'Europe dans ces domaines. Il faut se mobiliser sur un certain nombre de choses où les Européens peuvent faire la différence, où une dimension européenne peut faire la différence. Sur les questions de sécurité, il faut raisonner les 2%, tout ça. Bon, c'est un très mauvais signal quand, je dois dire, quand l'Allemagne recule sur l'augmentation de son budget militaire. Mais le fond des choses, il faut raisonner en capacité et en volonté. L'Europe, elle se fera sur des crises. Ou bien sur des crises, on voit les Européens qui se rassemblent pour mettre sur la table des forces, des actions conséquentes. Ou bien on peut avoir toutes les procédures de la terre, tous les engagements généraux, et ça tournera à vide. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire de la politique, il faut agir de façon politique. Et donc il faut raisonner, il faut réagir par rapport aux questions politiques qui préoccupent les citoyens. L'Europe, encre morale, oui, parce que je crois que malgré tout, les Européens, on ne va pas les réunir uniquement sur le fait qu'ils sont riches et protégés. Ça ne suffira pas.
Et c'est pour ça que je ne crois pas tellement, par exemple, à ton hypothèse d'une Europe fasciste, parce que je crois que la logique à ce moment-là, c'est le repli dans des petits nationalismes étriqués. C'est pas un nationalisme européen, non pas que je sois pour un nationalisme européen, mais je crois que de toute façon c'est irréaliste. Donc je ne crois pas tellement à la dérive. Mais ce à quoi je crois malheureusement comme un risque très, très réel, ce sont des Européens qui sont dominés par la peur du terrorisme, la peur du monde qui bouge. Et la peur, il faut leur faire comprendre qu'effectivement, ils doivent se remuer, mais en même temps, il ne faut pas les paniquer. Et ça, c'est un équilibre difficile à trouver, mais c'est un équilibre essentiel à trouver. Et c'est pour ça qu'il faut leur donner aussi un sentiment positif de ce qu'ils sont, confiance dans ce qu'ils sont. Et l'Europe, ce qu'elle a fait de bien, c'est l'accumulation de richesses, de culture, tout ça, mais c'est effectivement aussi une certaine vision éthique du monde. Alors, cette vision éthique, moi je ne crois pas tellement, je crois qu'en politique internationale, il faut être très pragmatique et qu'il y a des situations où je pense que la politique d'exportation de la démocratie, ça je l'ai bien vu aux Nations Unies, ça ne marche pas. Ce sont les pays qui font une démocratie ou qui ne la font pas. Ça ne s'importe pas, la démocratie. Et donc je crois que l'Europe, donneuse de leçons au reste du monde, ça n'est pas une bonne chose. En même temps, le multilatéralisme, on en a parlé, le multilatéralisme, c'est l'idée de règles. Et les règles, ça commence notamment avec les règles du droit international, dont tout le monde, à un moment ou à un autre, s'affranchit, mais s'affranchit avec hypocrisie. Et je dirais que l'hypocrisie est l'hommage du vice à la vertu. Et qu'aujourd'hui, on voit que cet hommage n'est même plus rendu. Et ça, c'est dangereux, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus le sentiment de la moindre limite. Et je pense donc que les Européens, il y aura une partie d'hypocrisie, mais il y aura une partie de vérité. Ils doivent continuer à se battre sur un certain nombre de principes qui les ont dans l'ensemble protégés et qui protègent le monde. Et c'est là-dessus qu'ils peuvent nouer des alliances. Parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont les pays de taille intermédiaire, qui voient que le monde peut être dominé par quelques très gros requins. Ils ont envie d'un monde de règles par rapport à ces très gros requins. Et l'Europe peut être alliée avec eux sur ce plan-là. Et ça, on le voit très bien aux Nations Unies, où il y a de grandes possibilités dans ce domaine. Et donc une Europe qui penserait simplement en termes de realpolitik, de fausse realpolitik, ignorant les règles et le droit international, ne serait pas une Europe qui serait des amis. Ce que le reste du monde attend de l'Europe, c'est aussi que l'Europe soit l'avocat d'un certain nombre d'institutions qui ont été construites au cours des décennies passées et qui ont servi malgré tout la paix, avec toutes leurs imperfections, avec l'hypocrisie, avec tout ce qui n'a pas marché, mais malgré tout l'idée que le but reste l'idée d'un droit international qu'on respecte. Merci Jean-Marie. Wolfgang Ischinger, est-ce que cette idée très française d'un réveil européen, d'un mental européen, d'une volonté d'exister, de prendre en main son destin, toute chose qui est un discours qui parle aux Français depuis le général de Gaulle, est-ce que l'Allemagne est prête à participer à ce réveil du mental européen, à endosser l'idée que l'Europe doit prendre en main son destin pour exister dans les décennies à venir face aux prédateurs de tous bords? Est-ce qu'on peut compter sur l'Allemagne pour mener à bien cette Europe politique? Je pense que oui. Ça ne va pas se faire dans quelques jours. Mais comme l'a dit Hubert Védrine, c'était quand même la chancelière Merkel elle-même qui a remarqué publiquement que le monde a changé. On ne peut pas continuer à croire que quand la prochaine crise arrive, les États-Unis vont prendre tout ça dans leurs mains. Donc, je pense que le réveil est là, mais malheureusement, le réveil, je dirais, le choc nécessaire n'était pas encore suffisamment grand. Donc, ça va durer, hein, si j'ose dire. Mais ça commence. Donc, je suis optimiste, modeste.
une petite remarque sur ce qu'a dit Hubert Védrine sur le phénomène Trump. Je pense qu'il est très important de comprendre que les États-Unis, ce n'est pas seulement Trump. Je vous offre un exemple. À Munich, il y a 2 mois, on a pu accueillir 53 membres du Congrès américain, 15 sénateurs, les restes c'était membres du House of Representatives. Pourquoi un tellement grand nombre? Normalement, on avait peut-être une dizaine. Ils sont tous venus pour une seule raison, pour montrer, pour faire une démonstration publique que les États-Unis, que les citoyens qu'ils représentent sont en faveur de l'OTAN, sont en faveur des relations transatlantiques positives, etc., etc. Donc c'était quand même une démonstration très forte, au-delà de ce qu'on entend tous les jours du White House. Deuxième et dernière remarque, je pense que vu de nos citoyens, ce qui est important, c'est que les citoyens comprennent que l'Union européenne n'est pas le problème, mais l'Union européenne fait partie de la solution. Et par exemple, dans le domaine de la défense, qui a été évoqué par il y a quelques minutes, nous avons le luxe dans l'Union européenne, par exemple, d'avoir parmi les 28 membres un total de 180 grands systèmes. Grands systèmes, ce sont les avions, ce sont les chars, ce sont les bateaux, etc. 180. Les États-Unis, notre grand partenaire, combien de grands systèmes est-ce qu'ils ont? 30. Ce que ça veut dire, c'est que nous, les 28 membres de l'Union européenne, on dépense nos euros dans le domaine de la défense d'une manière extrêmement inefficace. Extrêmement inefficace. Si on commençait de plus en plus de faire les choses ensemble, d'acheter ensemble, pooling and sharing, on pourrait créer beaucoup plus de capacités sans peut-être dépenser beaucoup plus d'argent. Donc je pense que créer parmi les citoyens l'idée que l'Union européenne est capable de protéger nos intérêts, de protéger nos frontières, de protéger et d'assurer nos obligations dans l'Union européenne vis-à-vis de nos partenaires et aussi dans l'OTAN. Si on fait ça, ce serait quand même un grand pas en avant. Merci beaucoup. Alors, on me dit que le ministre, selon les usages diplomatiques français, va arriver à l'heure. Donc, nous devons terminer à 17h. Donc, Nathalie Tocci et ensuite Hubert, vous aurez le dernier mot. Bon, alors, je serai très, très bref. Deux points. Le premier, l'Union européenne ne peut pas exister dans un système international qui n'est pas multilatéral. Deuxième point, l'Union européenne ne peut pas exister avec une Europe fasciste. Alors, premier point, je crois qu'on peut voir l'Union européenne comme la forme la plus radicale du multilatéralisme à son intérieur et ne pas exister dans un système plus grand, mondial, qui n'est pas géré avec de règles certes.
Et je crois qu'en fait, un exemple comme l'accord sur le... Donc je crois que pour, par exemple, un accord comme le nucléaire iranien, c'est important, pas seulement parce que c'est un accord sur la non-prolifération, pas seulement parce que c'est un accord pour la sécurité au Moyen-Orient, mais parce que c'est un accord multilatéral ancré sur le droit international. Deuxième point, l'Union européenne ne peut pas exister avec une Europe fasciste. Parce qu'en fait, on le voit, les nationalismes, peut-être ils s'aiment beaucoup politiquement, mais ils ne sont pas capables de coopérer au niveau de politique. Donc Salvini et l'AfD et Madame Le Pen, bon, elles s'aiment beaucoup, mais ils ne vont pas être d'accord sur comment gérer la migration ou sur les politiques fiscales. Donc le risque, c'est pas évidemment d'une Union européenne qui va mourir d'un jour à l'autre. C'est plutôt le risque d'un videment de l'Union européenne dans son intérieur. Monsieur le ministre, vous pardonnerez et vous permettrez à Hubert Védrine d'avoir le dernier mot. Les 3 minutes qui restent à notre session sont pour lui. Non, j'aurai l'avant-dernier mot, parce qu'on attend Jean-Yves Le Drian pour avoir le dernier mot. Bon, je vais être très rapide. D'abord, je réponds à M. King, notamment, qui a fait des observations très intéressantes. La protection des données, oui, bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est une démonstration concrète de la façon dont on donne un contenu à la notion de souveraineté européenne. Bravo, très bien. Mais c'est l'occasion pour moi de préciser ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'intégration, parce que c'est un mot qui a plusieurs sens. D'abord, cher Nicole, quand je parle de l'excès, la réglementation à outrance, je ne parle pas des 30 premières années, 57, 86. D'ailleurs, les fédéralistes d'origine contestent ce que c'est devenu après. Ils n'avaient pas imaginé une machine à surréglementer. Donc je pense que c'est à partir de l'excès de réglementation, normalisation dans le marché unique, qu'on a créé les phénomènes d'allergie. Donc c'est à ça que je fais allusion. Ce n'est pas global. Deuxièmement, quand on dit l'Europe, c'est une façon de travailler ensemble, parce qu'on est plus efficace ensemble. Oui, bravo. Personne ne peut être contre ça. D'ailleurs, vous avez dit qu'il fallait trouver une autre définition. Intégration, harmonisation, coopération. Très bien. Personne ne peut être contre ça. Il n'y a aucun peuple, aucun parti, même démagogique, qui va être contre ça. Mais si ça veut dire l'Europe va continuer à notre place, parce que notre histoire est finie, parce qu'on est trop petit. C'est pas vrai qu'on est trop petit. Sinon, Israël aurait déjà disparu, Singapour aussi. On n'est pas trop petit. Donc si on dit aux gens, c'est l'Europe parce qu'on est trop petit, on a un passé chargé, on est fatigué, là, les élites continuent toutes seules. Ce sont des locomotives sans wagon. Et les peuples décrochent. Et le populisme, c'est un sous-produit de ça. Donc je pense qu'il faut clarifier, ou alors il faut faire la synthèse, comme Mme Merkel l'avait dit il y a des années dans un discours inspiré, je crois, par notre ami ambassadeur d'Allemagne qui est ici, où elle avait dit à Bruges qu'il fallait combiner les deux méthodes, arrêter d'opposer les deux. Mais en tout cas, il ne faut pas donner le sentiment aux gens qu'on va continuer sans eux parce que toute cette histoire est devenue ridicule et c'est terminé. Donc synthèse. Et quand on parle de remettre Schengen à plat, comme le dit le président Macron, c'est évident que ça peut se faire que comme ça, en combinant la responsabilité européenne de demain et d'autre part les États-nations. Enfin, je dirais que ce qui a été dit sur le maintien d'une relation avec la Grande-Bretagne dans le système, même si la Grande-Bretagne sort au bout de ce feuilleton auquel plus personne ne comprend rien, si la Grande-Bretagne sort quand même, la maintenir dans un ensemble stratégique européen, donc la remarque de Mme Merkel, qui est reprise dans la lettre d'Annegret, qui dit ça, ce qui a repris le président Macron en parlant d'un Conseil de sécurité où il y aurait en tout cas la France et la Grande-Bretagne toujours unies par Lancaster House, plus l'Allemagne, plus d'autres. Ça, c'est une très 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 bonne réponse, à la fois sur l'avenir de l'Europe et sur la réaction face à tous les autres dans le monde qui nous guettent. Bien, merci à tous pour cette session.